Un monde en régression, c'est bien sûr l'intitulé d'un essai mis sur le marché du livre mondial par Marie-Thérèse Monga, qui nous fait l'honneur d'être des nôtres ce soir dans le cadre de votre programme, notre programme littérature africaine. Et ensemble, nous allons en savoir davantage sur les résultats de ces recherches en France, obtenues de façon impartiale de ces découvertes dans quelques pays africains, mais également des exemples de racisme et de discrimination qui sont donc des causes de violence. Nous allons en savoir davantage justement sur ce magnifique essai dont le nom est très évocateur, Un monde en régression. De quoi s'agit-il? Les réponses, c'est justement dans l'entretien qui va suivre. Mais avant, je vous passe quand même le bonsoir, fidèles téléspectateurs, et je vous prie d'accueillir sur ce plateau, ou du moins d'accepter la présence ce soir de Marie-Thérèse Monga, qui a bien sûr tenu à nous détailler ce monde en régression. Bonsoir à vous, Marie-Thérèse Monga, Bonjour. et bienvenue sur Afrique Média. Oui, merci beaucoup de votre accueil. Parce que ce n'est pas souvent que j'ai l'occasion de venir au Cameroun. Parfois, je fais 2 ans, comme je travaille entre les deux continents, et puis je m'en vais dans d'autres pays d'Afrique. Et alors, compte tenu de mon âge, vous savez, c'est 75 ans. Quand même. Oui, 75 ans, et ça commence à être... Alors, je me dis, il faut quand même que j'essaie quand même de travailler avec mon pays aussi. Il n'a pas beaucoup travaillé avec. Et comme par hasard, l'Afrique Média a été... C'était une formidable surprise pour moi et une chance de tomber sur vous. Donc, j'ai donc commencé, parce que j'ai beaucoup de livres qui vont sortir là. J'ai fait qu'écrire pendant tout ce temps, ça fait 35 ans que je travaille avec les Français. Donc, j'ai donc donné l'aperçu de ça. Et là, maintenant, il y a suivi beaucoup pour vous laisser l'expérience que j'ai connue. Et avec le travail que nous allons faire, vous allez faire, parce que la jeunesse que j'encadre beaucoup, vous allez faire avec nos partenaires occidentaux, les occidentaux, pour voir que vous ne puissiez pas faire les erreurs que nous, on avait faites. D'accord. Et c'est justement pourquoi vous êtes là ce soir, et c'est la raison pour laquelle vous avez donc décidé de mettre à la disposition de toute la grande jeunesse africaine cet essai Un monde en régression que nous allons ensemble découvrir tout à l'heure. Le temps pour nous de découvrir qui est véritablement Marie-Thérèse Monga. Vertueuse et pleine de vie, Marie-Thérèse Monga est une septuagénaire qui a encore de l'énergie à revendre. Au regard de son parcours académique et de sa longue expérience professionnelle, Marie-Thérèse Monga peut se permettre aujourd'hui de léguer ses connaissances aux générations futures pour que nul n'en ignore la véracité du monde dans lequel les humains et surtout le commun des mortels vivent. Détentrice de plusieurs diplômes d'études comptables, à l'instar d'un BT de représentation commerciale, d'un BTS de gestion et de distribution commerciale et d'un diplôme d'études supérieures de distribution, consécutivement obtenu à l'école de comptabilité de Dakar, au lycée Bessières Paris 17e, à la Sorbonne et à l'école supérieure de commerce de Paris, Marie-Thérèse Monga a fait valoir ses capacités dans plusieurs entreprises dans son pays, le Cameroun, et à l'international. Tour à tour, elle a été aide comptable et caissière à la Socacao, directrice et représentante de l'OGR avec siège à Paris et directrice de l'OGR, siège de Douala, au Cameroun. Une expérience qui lui a permis de mettre sur pied le Club international africain de services, mais également le Centre euro-africain d'accueil d'hommes d'affaires, lesquels ont été enregistrés à l'Institut national de la propriété industrielle dans les années 90. En 1996, son établissement obtient un certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leur établissement. Certificat obtenu à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Âgée aujourd'hui de 75 ans, Marie-Thérèse Monga vient de mettre sur écrit sa longue expérience de sa vie à travers ses études, ses découvertes, en bref, son exemple vécu. Le tout concentré dans un essai intitulé Un monde en régression.
Née le 10 août 1943 à Mousson, Marie-Thérèse Monga est une mère de 6 enfants et par ailleurs mariée. Elle reste une femme évangéliste et missionnaire internationale. Voilà donc en bref présenter Marie-Thérèse Monga. C'est le résumé de votre vie. Les journalistes, il y a de quoi faire peur. Ils connaissent tout ça. Ils ont fouillé. Oui, il faut fouiller. Ils vont fouiller, vous avez tout fait bon. Et c'était bon. D'accord. Alors, si nous entrons dans le vif du sujet, ce monde en régression, de quel monde parlez-vous? Le monde, ça veut dire l'humanité. Il s'agit de l'humanité. Parce que quand on dit humanité, ça résume tout. Bon, la plupart de nos collaborateurs les occidentaux, et ça c'est pas parce qu'on dit Camerounais, la France, ici, c'est pas ça. Ça veut dire que l'humanité s'est établie dans tout le pays, dans tout le monde, quoi, la Terre. Et là, donc, c'était pourquoi? C'est parce que pour que le monde, chaque président, chaque responsable d'un pays doit donc avoir des gens à qui s'occuper. Donc, pour leur entretien, et donc Dieu a mis des biens aussi en conséquence. En nous mettant comme ça, donc c'est bien, donc, puisque nous sommes l'humanité est unie. Donc maintenant, si, disons en français, par exemple, s'intéresse à quelque chose qui est au Cameroun, il faut des accords. C'est pour ça qu'ils ont créé le problème diplomatique. Oui. Ce n'est pas qu'il va venir chercher. Donc, il dit que moi, j'ai besoin de ça et que nous, on a besoin de ça. Mais moi, j'avais coupé court. Ils ont la technologie parce que la France a eu l'impression, enfin, les Argentins ont eu l'impression que c'était les premiers, vous savez, que le monde, quand les gens sont tombés dans la nuit noire de l'ignorance, et pour le sortir, on sort avec les connaissances. Donc, ceux qui se disent grande puissance étaient les premiers à sortir de la nuit de l'ignorance, à moins de quelques temps. Mais les connaissances qu'ils ont vues, ce n'était pas encore des connaissances vraiment complètes. Ils ont pensé qu'avec ça, ils pouvaient déjà gérer le monde entier avec ce peu de connaissances. C'est ce qui n'est pas exact. Donc, ils ont donc fait, nous, des trucs administratifs, des organisations qu'on a créées et que nous devions payer très cher, parce que ça faisait comme un brevet d'invention. Mais avec, il s'est avéré que c'était vraiment difficile, c'était pas ça. Ils n'avaient pas encore les connaissances adaptées pour faire ça. Et ces connaissances se retrouvent en Afrique? Moi, j'ai écrit, vous verrez tout ça. J'ai donc découvert qu'il y avait, ça dit que, quand on parle donc de détournement des gens qui manquent en Afrique, vous voyez seulement des détournements, il y a même plus grave. Une entreprise, disons, un département a peut-être 9000 employés, il fait le travail, paye les salaires. Mais les autres ministères vont annuler tout le travail qui a été fait par ces départements, vous comprenez? Donc l'argent qui se paie dedans, vous ne pouvez même pas voir. Et c'est là que ça va. Et là, donc, tout de suite, j'ai vu ça, avec mes connaissances quand même économiques, j'ai donc alerté nos chefs d'État africains de le travail, l'outil de travail que les Français nous ont communiqué n'est pas bien. Eux-mêmes, ils ont des problèmes là-dessus. Nous devons commencer, on devait commencer quelque chose par nous-mêmes, selon nos besoins et monter avec, commencer même très tôt, c'est ça. Mais justement, à ce niveau, où se situe donc la régression? La régression, c'est ça, c'est-à-dire que dans nos pays, la régression, c'est-à-dire que l'homme est appelé à évoluer. Oui. Donc, depuis qu'on a eu, disons, notre indépendance, on devait déjà être très loin. Avec un petit moyen évoluer. Maintenant, on a plutôt régressé. Vous comprenez? C'est là que tout se commence par là. Donc, nous avons... Malgré toutes ces connaissances que nous disposons, au lieu d'évoluer, nous sommes plutôt en train de régresser. On est même allé, ça dit que plus là, parce que vous savez, disons, l'homme, on nous a dit à l'école, avec l'âge de feu, l'âge de la pierre taillée et tout ça, quand il n'y avait pas encore le feu, quand les gens mangeaient, disons, la viande, ils n'avaient pas le feu, ils le mangeaient cru. Donc, ils laissaient même que ça pourrisse un peu pour que ce soit mangeable. Quand deux clans se rencontraient, ils ne se comprenaient pas la langue des opposés, c'était la guerre. Celui qui tuait l'autre, ce n'était pas pour aller enterrer, c'est pour aller manger. Donc, c'était des cannibales. Vous comprenez? Donc, maintenant, on est monté, on a commencé à se rendre compte que non, ce n'est pas ça. On commence. Mais arrivé au moment où on doit déjà être bien, respecter les autres, soyons conscients que nous sommes, les Occidentaux sont venus prendre en esclaves.
Ils n'étaient pas des animaux. Mais ils se sont rendus compte qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Une prise de conscience, vous voyez. Donc, le monde évolue. Maintenant, arrivé à un certain moment, on est bloqué. Au lieu de continuer, parce qu'ils ont mis, il y a les règles, il y a les lois à respecter. Quand on ne respecte pas ces lois, ce n'est pas bon. Donc maintenant, la loi que nous avons nous-mêmes, on l'a votée, ça correspond à la loi que Dieu a mis. Non, personne n'a le droit de pointer les lois des autres. Donc maintenant, quand on est bloqué, ils ne peuvent plus monter. Et le grâce alors, on est revenu à l'état sauvage encore. Voilà. Et c'est quand même terrible et très décevant. Et alors, dans le livre, dans cet essai, Un monde en régression, vous avez émis un rapport. C'est un rapport à transmettre à ceux qui sont inquiets des événements actuels. En résumé, ça donne quoi? Je vais vous donner un peu plus, donc, pour pouvoir monter ça. Comme elle a fait, ce n'est pas que j'ai inventé. Oui. J'ai vécu. Je viens quand je sors de l'école. Bon, je viens chez moi, je suis bien contente, parce que comme un homme, pour représenter la marque française en Afrique, puisque c'est les Français qui m'ont formé. Je donc j'arrive, évidemment, les autres Français étaient déjà sur place. Notre marché camerounais était tenu par les commerçants qui étaient des illettrés, qui n'avaient pas fait des études, de grandes études, mais ils avaient la technique de travail. La technique de travail, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas parler français ou qu'on est bête. J'ai dit, donc les trouver. Autant vous dire que, c'est pour ça que vous allez où j'ai dit qu'une connaissance non expérimentée n'est pas une connaissance fiable. Je suis sortie à la grosse tête avec des gros diplômes. Mais quand je suis venue sur place, ce sont ces commerçants qui n'avaient pas été à l'école qui m'ont appris à travailler. Il doit laisser avec M. Pézanjo, un grand commerçant, il y avait Aladi Fadil et tout ça. Vous vous rendez compte? C'est ça. Donc, quand je viens donc écouter, quand je viens donc trouver ceux qui étaient sur place, pour voir comment ils ont trouvé qu'ils faisaient n'importe quoi. Les Blancs qui étaient sur place, ils n'avaient même pas de niveau. Vous comprenez? Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple. Le commerçant me commande 3 conteneurs de champagne. Donc, il me dit, est-ce que vous avez amené les traites, madame? J'ai dit, quelles traites? Il dit, oui, parce que nous, quand on commande, il faut signer des traites. J'ai dit, des traites? On va en import-export. Il dit, allons voir votre banquier. Nous sommes allés voir le banquier. Il dit, mais mon client me dit que pour pouvoir commander pour marchandises, il faut signer des traites. Mais vous avez été dans quelle école de commerce? Mais vous allez garantir la livraison par quoi? Si maintenant il signe une traite, dès que l'échéance arrive, vous pouvez déjà encaisser la traite. Mais lui, il a quoi comme garantie pour pouvoir justifier? Non, ce n'est pas justifié à savoir, c'est marchandise. Il dit, vous pouvez me dire, vous savez, maintenant, il suffit de trouver, on trouve l'école où vous avez été. Alors, vous avez été dans quelle école de commerce en France? Dans quelle école pour avoir cette technique de travail que vous avez fait au Cameroun? Il a rugi, c'est à l'ICIC. Il a rugi, et j'ai dit, je voulais demander, vous pouvez me demander, bon, comme vous ne voulez pas me dire, je voudrais que mes clients ne puissent plus signer de traite. J'ai fait ouvrir une lettre de crédit payable au vu du document d'expédition. Donc, si maintenant, on a réuni les machins qu'on voit à mon client et que le banquier voit que tout est correct, alors on paie l'argent avec les documents d'expédition. Parce que si ce n'est pas exact, c'est le banquier qui va avoir des problèmes. Voilà donc. J'ai donc commencé. Et là, alors, c'était... Au cas, ça veut dire que tous ces dettes que vous allez avoir, il n'y avait jamais eu de livraison. Vous comprenez? J'ai découvert, alors je m'avais donc voir le ministre de Commerce. Il dit que ça ne peut pas marcher comme ça là. Il faut donc maintenant donner un enseignement à... Mais Madame Marie-Thérèse Manga, pensiez-vous qu'avant votre arrivée, le dit ministre n'était pas au courant de ce qui se passait? Non, c'est-à-dire que il ne s'y intéressait pas. Non, c'est vrai, il ne s'y intéressait pas. Parce que c'est comme une femme qui dit, oui, quand je vais finir le travail, je vais aller faire la politique. C'est comme la politique, c'est un travail à part. Vous voyez, une femme qui nourrit ses enfants, qui s'occupe de son mari, c'est la politique. Hein? Donc, politique, le sens politique, c'est comme ici, comme quelque chose, une tâche à part. Oui. Non? Donc, le ministre, comme il est le ministre de Commerce ou le ministre des Finances, il est là, il attend au bureau des choses qu'on lui amène là. Les rapports. Il ne cherche pas à savoir les rapports qu'il va signer, comment ça se passe réellement. Parce que justement, il fait confiance à son entourage. Il fait confiance, mais il ne fait même pas tellement il ne donne pas beaucoup de travail. Parce que je me rappelle, avant que j'aille en France, mon patron, quand je travaillais, il faisait à peine 2 heures de temps au bureau. Hein. Et moi, je me tapais le travail jusqu'à 21h. Et là, quand je regarde mon salaire, lui dit 10 fois le plus. Et bien, j'ai dit ça, j'ai démissionné. Parce que moi, je me tapais tout le travail et lui, il avait l'argent et tout ça.
Parce que le patron, on ne sait pas, il est toujours occupé, hein, même s'il s'en va, je ne sais pas, avec ses amis, il est occupé. Donc, c'est ça. La plupart de nos ministres, parce que, vous savez, ma fille, la connaissance n'est pas dans son coin de service, de cerveau comme ça là. Si vous ne... La plupart de nos responsables ne font pas de recyclage. Ils ne cherchent pas à renouveler leur connaissance. Or, si une connaissance n'est pas... Regardez, maintenant, vous avez... Je n'ai même pas à vous aider. Vous avez vos ordinateurs. Quand vous allez vous chercher le travail que vous avez fait l'année passée, ce n'est plus dans les travaux de sang. Ça va en bas. Heureusement que vous avez une tutoriel pour pouvoir sortir. Alors, comment nos ministres s'en vont? Il était sorti peut-être école, l'éponge et chaussée. Il n'a jamais travaillé sur le terrain, il n'a jamais fait. Maintenant, il est le ministre de l'Agriculture. Il fait le tour de tout le ministère. Il est polyvalent ou quoi? Alors, si maintenant on l'a mis au ministère du Commerce et qu'il n'a jamais fait quelque chose par rapport au commerce, comment il va savoir le travail qu'on lui donne, que c'est bon ou c'est pas bon? Vous voyez? D'accord. Alors, pour revenir justement à ce rapport à transmettre à ceux qui sont inquiets des événements actuels, après avoir remonté l'information à la tutelle, est-ce qu'il y a eu une amélioration? Bon, alors j'ai donc fait pour pouvoir forcer les choses, je vais vous dire. J'ai vu ici, j'ai vu le secrétaire général du ministre du Commerce. Bon, je suis allée voir, à l'époque, nous avons le DEDOC. Oui, DEDOC qui s'occupait du contrôle des entreprises. Bon, j'ai vu la brigade économique pour lire tout ce que j'ai vu. Et là, j'ai donc dit que comme moi je veux partir et que rien ne change, je voudrais qu'on vienne me faire le contrôle. Je vais laisser mes documents en bonne main avant de partir, qu'on ne nous dise pas. C'est pour ça que dans la lettre que j'ai envoyée chez Romain, j'ai dit que c'est terrible qu'on trouve les ministres qui sont en prison, mais on ne se demande pas, un ministre ne va pas aller chercher directement l'argent. Il ne veut pas chercher l'argent directement où ça se trouve. Il y a quand même un service de comptable et tout ça. Donc, si maintenant le service de comptabilité n'a pas fait son travail, mais c'est moi, quand j'ai vu que mon patron, le travail ne marchait pas, j'ai fait ouvrir un dossier, tout ce qui n'était pas conforme. L'argent qui était pratiquement volé, j'ai mis dans ce dossier. J'ai mis dans ce dossier. Quand j'ai demandé de venir me faire le contrôle, vous voyez, j'ai seulement donné ce dossier-là. D'accord. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que quand on fait un travail, il faut d'abord faire un travail qu'on aime. Il faut déjà aimer son travail. Et perfectionner, à force de forgeron, on devient forgeron. Donc, si maintenant vous faites le travail seulement que parce que, bon, il faut le faire comme ça. Non, c'est une promotion, je suis monsieur le directeur, je suis ça. C'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. Alors, c'est vrai que toujours dans l'essai, Un monde en régression, vous avez quand même tenu à partager avec tous les lecteurs les résultats de vos recherches en France. Donc, c'est ça. Alors, vous avez dans les entreprises, pour voir pourquoi les entreprises ont des problèmes. Oui. Vous allez trouver ça dedans. J'ai trouvé les relations entre les pays, vous allez trouver dedans. C'est-à-dire qu'on a un petit aperçu de ce que j'aurais à dire plus tard dans les autres livres. J'ai donc essayé de mettre ça dedans. Bon, quand je parle des entreprises qui sont en difficulté, ce n'est pas seulement les entreprises du Cameroun, c'est vraiment mondial. Quand on donne les difficultés des entreprises, vous savez qu'on n'a jamais fait état des mauvais employés. On sait seulement, oui, on parle, le syndic va intervenir. Personne n'a jamais pensé que les mauvais employés peuvent faire tomber une entreprise. Donc, pourquoi ceux qui ont été recrutés, peut-être pas parce que des relations, ils ne sont pas du métier, ils ne connaissent pas le reste, ceux qui veulent parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent seulement travailler, ainsi de suite. Alors, quand ils résument, ils veulent un travail. Si vous travaillez ensemble avec votre collègue, que lui ne fait pas son travail, au début, vous avez bien travaillé, vous faites le sien. Mais vous n'allez pas continuer comme ça, alors qu'il touche son salaire. Donc, à un moment donné, l'entreprise va très bien. Mais vous allez une chute. Parce que quand vous allez laisser, tout va s'effondrer. Mais personne ne pourra jamais faire ça. C'est le mauvais travail des autres employés. Oui. Et quand même, vous ne pouvez même pas, quand vous allez savoir que votre collègue est peut-être le neveu du patron, ça ne sert à rien de dire. Si vous avez perdu votre poste, vous allez donc préférer ne pas faire son travail. Personne n'a jamais sorti ça dans les difficultés qu'on connaissait les entreprises. Mais alors, parlons justement de ces difficultés. Est-ce des difficultés propres
aux entreprises africaines ou Non, alors non. des difficultés qu'on... Ça, je n'ai pas travaillé beaucoup plus avec vous en Afrique. Quand j'ai vu que j'étais pas En comprise. France, là, c'est la France, c'est Oui, l'Europe. c'est pour ça que j'ai dit que quand j'ai vu que tout ce que je disais ici, c'était pas compris. Et puis, à l'époque, la femme, au Cameroun, la femme n'était pas prise sur ce qu'elle était. C'est-à-dire, on devait tellement des gens qu'on met comme ça, comme Alors, quand j'ai commencé à faire des études, c'est-à-dire, vous savez, mon mari qui dit, viens donc là-bas avec l'enseignement supérieur, c'est ça pour ta famille, tu veux monter quoi. Donc, la femme n'avait même pas le droit d'aller des études plus loin. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ce monde-là? Bon, les autres, comme les Blancs aiment nous prendre ce qui est bien chez nous, ils ont tout, voilà. On m'a pris là-bas. Et c'est qui remet au goût du jour la fameuse problématique de la France-Afrique. Oui, c'est ça. Ils prennent tout ce qui est bien. À l'époque, on avait l'argent pour payer des bourses aux étudiants. Mais quand les étudiants finissent, c'est en ce moment que la France leur propose de travailler pour... Alors, donc, notre matière première aussi... Mais à qui la faute? Non, c'est la faute de nos responsables qui ne comprennent pas. Parce que voilà, comme j'ai dit, je me rappelle, j'avais dit à Fouda André, ça veut dire que j'étais vraiment une amerdeuse. Alors un jour, une amerdeuse qui voulait du bien. Attendez, voilà, parce que je me mets de tout, je ne sais pas. Alors je m'avais attendre mon oncle qui faisait la politique. J'attends, alors ils étaient en débat à la maison du parti. Et puis alors j'entends le délégué qui dit que ces enfants-là, quand ils font, c'est comme s'ils ont acheté ces diplômes, on ne sait même pas, on vous appelle les non-longs crayons. C'est comme s'ils n'ont même pas de niveau. Vous vous rendez compte? Un enfant qui a fait 6 ans d'études. Et quand on le met quelque part, et son patron n'a pas le niveau, quand il fait une étude de dossier, l'autre ne comprend même pas, c'est pour ça c'est le charabia qu'il a mis dedans. Donc il va continuer à travailler le petit agent en bas. Alors j'ai demandé au délégué, écoutez, si un long crayon fait un document, vous pouvez comprendre ce qui est écrit sur le long crayon? Il dit, Marie, j'ai dit oui, je demande. Alors dans ces conditions, on paie l'argent pour eux, pour payer les bourses qu'ils aillent là-bas. Quand l'enfant s'est déjà lu écrit, vous le mettez à faire ce que vous voulez. Parce que ça ne sert à rien, puisqu'on ne peut pas communiquer avec les autres pays, puisque vous n'avez pas le niveau pour communiquer avec eux, et nos enfants qui ont fait des grandes études, vous les laissez à côté pour ne pas leur donner du travail. C'est là que les choses vont commencer. Donc, à force de dire des discussions, parce que moi j'ai de paroles franches, je ne sais pas. Un franc-parler. Donc, qui pouvait m'aimer? Donc, maintenant, alors, j'ai... Les Français, eux, ils vous ont aimé parce qu'ils vous ont donné l'opportunité quand même de... Les Français étaient ici. Oui. Comme j'ai commencé à voir, et vous voyez que, alors, c'est un Français qui est dit là-bas, il y a... Comme ça, là. Il y a une tête bien faite et bien pleine. Je suis donc allée là-bas. Non, c'est parce que c'était commencé parce que mon mari est officier. J'ai donc appelé le grand patron de mon mari, tout ça, à la maison, avec ses camarades. J'ai dit, monsieur mon colonel, quel est le niveau intellectuel d'un officier français? Il me regarde comme ça. Là. Il commence à dire non. Parce que depuis que j'ai épousé mon mari, celui-ci a première partie de bac, l'autre a BPC, l'autre a DMG, l'autre a certificat d'études primaires, l'autre n'a rien du tout. Et vous, les amis, venez d'une seule classe pour former les officiers. Et alors, quel est le niveau? Je ne suis pas très intelligente, mais je veux savoir quel est le niveau que vous avez choisi pour former ces officiers. Vous avez pris le niveau plus bas ou le niveau plus haut? Il a rougi comme ça, là. Il m'a regardé. Mais évidemment, mon mari était là. J'étais peut-être très naïve. Il dit, je vais vous répondre avec la même franchise. On n'était pas préparé à faire les officiers, cette fois-ci, à avoir l'indépendance. Donc, quand on nous a obligés de faire l'indépendance, on a fait avec les moyens de bord. Et c'est pour ça que, donc maintenant, Marie-Thérèse, vous me permettez de vous appeler Marie-Thérèse, donc on continue à envoyer pour continuer, terminer leurs études, pour les former. Il dit, mais moi, je préfère que mon mari soit un vrai officier. C'était comme ça. Alors, il dit à mon mari, vous voyez, votre femme voudrait que vous soyez un président, alors je vais me mettre, et vous aussi, pour que vous soyez un peu officier. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses apparemment qui, à l'époque, on évolue, à l'époque, c'était pas très bien vu. Ouais, on ne pouvait pas accepter que je fasse ça. Mais moi, je l'ai fait. Et alors, donc, le père a envoyé mon mari faire une formation. Vous voyez? Et donc, à partir du moment où ces Français qui étaient là, ils me connaissaient déjà, ils avaient signalé dans quelque chose là-bas. Je suis donc arrivée et ils m'ont dit donc de reprendre les études. Madame Haute-Club, la femme du général de Haute-Club. Donc, alors, il m'a pris sous sa protection. Il m'a donné de reprendre les études.
Et là, D'accord. j'ai fait au-delà de ce qu'ils en pensaient. Mais est-ce que sur ce plan de vue, C'est là alors que j'ai des entreprises qui disent que c'est là que j'ai vu leurs entreprises, les problèmes qu'ils ont là-bas. qu'ils ont là-bas, d'accord. Voilà. Or, vous, comme vous avez fait le copier-coller de ce qui se passe là-bas, donc, c'est pas difficile de savoir que les mêmes problèmes qu'ils ont là-bas, vous les avez. Puis se Vous avez retrouver compris? en Afrique, justement. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas, c'est pas fait à dessein, quand je parle de, vous parlez de copier-coller, mais parfois aussi, on peut quand même reconnaître que quelquefois, ce n'est pas un copier-coller qui vient de soi, c'est un copier-coller imposé très souvent par la France, à l'Afrique. Madame, là, le monde a deux personnes, deux catégories de gens vraiment distincts. Le bon et le mauvais. Vous comprenez? Tout le monde ne peut pas être bon. Tout le monde ne peut pas être mauvais. Mauvais non plus. Vous savez, quand je sors de l'école, en ce moment que tout le monde était, c'était vraiment grave, mais tout le monde était étonné pour une négresse. J'étais seule noire de ma promotion. Alors, un haut responsable français me dit, Marie-Thérèse, elle m'appelait comme ça là, surtout ne prenez pas la nationalité française. Vous comprenez? C'est un Français qui vous demande de ne pas prendre la nationalité française. Ne prenez pas la nationalité. Il était très haut niveau. Ce sont eux qui sont venus pour gagner l'indépendance chez nous. Il dit parce que les gens comme vous, vous allez construire votre pays. Je suis l'ami d'Aïdjo. Il a des besoins des gens comme vous. Si vous prenez la nationalité, on va lui voler les gens qui peuvent l'aider à construire son pays. Vous comprenez? Donc il n'est pas mauvais. Mais d'autres, madame, même ce qui m'a aidé, il me dit, oui, viens faire les papiers, mets la carte de naissance avec les enfants, je vous en fais, vous allez faire de vous des Français. J'ai dit, madame, je ne suis pas venue pour les Français, je suis femme d'officier. Est-ce que votre mari pouvait enlever nous donner américain? Vous voyez? Donc c'est comme ça, là, donc ça dépend de la façon dont chacun voit. Donc il m'a formé pour leur intérêt. C'était pas pour l'intérêt des Africains. Bon, moi, j'ai mon père. Ce sont eux qui ont pris le premier à demander l'indépendance, l'UPC, mon père. Ce sont eux qui ont votre hymne. Ce sont eux qui ont créé votre hymne. Mon père. Donc, il a eu la malchance de... Enfin, il est mort beaucoup plus tôt. Et je devais continuer le travail de mon père. Ce n'est pas pour devenir française. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a donc des gens qui sont vraiment mal intentionnés. Vous aurez tout ça, je vous ai amené tout ça. Il y a des gens qui peuvent nous soutenir. Vous comprenez? Donc, ne pensez pas la même chose que tous les Français sont mauvais. Non. Tous les Français ne sont pas mauvais et tous les Français ne sont pas bons non plus. Alors, nous allons en parler dans la suite de notre édition littérature africaine. Le temps pour nous de marquer un arrêt et juste derrière, nous poursuivons.
Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, le programme, c'est bien sûr littérature africaine. Et ce soir, nous nous intéressons à un essai, celui bien sûr de Marie-Thérèse Monga, qui a donc pour intitulé Un monde en régression. Et nous en parlons donc depuis le début de cette autre édition, littérature africaine. Alors, Marie-Thérèse Monga, il est clair qu'à la suite des différents résultats de vos recherches en France, lesquels ont été obtenus de façon impartiale, vous avez pris sur vous quand même d'écrire aux dirigeants français, en l'occurrence au président François Chirac, à Sarkozy, vous avez écrit à Hollande, vous avez écrit à l'actuel président qui est Emmanuel Macron. Avant même pour Macron, c'était encore avant même qu'il devienne, je l'ai conseillé, quand il était candidat pour faire le débat avec la Front nationale. Oui. Voilà. Je lui ai écrit ce qu'il fallait dire pour le débat, déjà. Je lui ai conseillé que voilà les points sensibles. Voilà. Et puis quand il est monté, je lui ai dit qu'après ça, je vous donnerai la suite. Pourquoi les autres ont échoué? Je lui ai donné pourquoi les autres ont échoué. Parce que quand le gouvernement français est monté, il y a donc ce qu'on appelle les sous-marins qui rentrent dans le gouvernement. Ce n'est pas pour travailler avec eux, c'est-à-dire pour détruire. Et donc, ceux qui n'ont pas pu gagner les élections, ils sont à l'extérieur. Ils vont travailler en communion avec ceux qui sont les sous-marins. Donc, voilà. Ce n'est pas que les autres, forcément, ils n'ont pas été à la hauteur du travail. Oui. Mais ils ont subi ça. Alors, il fallait donc mettre Macron en garde. En garde. Parce que lui, c'était plus grave que dans sa campagne, il voulait changer, il faut les réformes. Or, les Français ne veulent pas de réformes. Donc, j'ai donc mis en garde. Bon, j'ai donc, pour les problèmes d'Afrique, comment on m'a envoyé travailler en Afrique, les problèmes, moi, je veux, on est bien celui que soi-même. Je veux quand même laisser mon pays, parce que je dirais, si j'ai des Français, peut-être qu'ils vont aussi penser à nous. Donc maintenant, vous savez, je suis à Ouagadougou. Quand j'ai Sankara, je suis allé dire à Sankara comment il fallait faire. J'ai travaillé avec Sankara. J'étais dans les pays d'Afrique, j'étais chez Bongo et tout ça. J'ai fait les pays d'Afrique. Donc maintenant, alors, quand j'ai vu tout ça, j'étais donc obligée d'écrire au secrétaire général de l'ONU. De l'ONU, oui. Pour les problèmes... De cette époque qui était... C'était à l'époque, en 97. Moi, je ne veux pas l'avoir, je veux seulement j'ai écrit, j'ai demandé à Mandela, le président Mandela, de transmettre mon courrier pour que ça puisse avoir un poids. Et vous allez voir tout ce que, quand vous voyez tout ce que j'ai dit dedans. Donc, à chaque fois, je leur dis à peu près, Sarkozy va... Et quand j'écris, je donne la accusé de réception. Je ne veux pas que ça soit comme ça, là. C'est comme quand j'ai écrit hier, vous voyez tout ça. Donc, j'ai dit tout ça pour... Et j'ai fait l'idée de réunir tous les chefs d'affaires des ambassades africaines. Dès qu'on essaie de... J'ai fait une réunion, j'ai fait pendant 1 an. Et puis, notre ambassadeur était donc parrain de cette journée. J'ai donc fait le discours, ce que j'ai pu dire, que j'attends des chefs d'État de nos pays d'Afrique qui puissent travailler ensemble, de réunir nos efforts pour pouvoir travailler ensemble. Vous avez vu ici le Club 77 qui est venu, les chambres de commerce, vous savez, les chambres de commerce. Ils sont venus, sans seulement le président Miguel n'est pas parti, est parti avec le chef de diplomatie. On était restés. Toutes les chambres de commerce qui viennent en Cameroun, et personne, le président n'est pas là, ni le ministre des Affaires étrangères. C'était Ferdinand. C'était grave. D'accord. Alors moi, j'ai donc pris sur moi d'écrire pour intervenir à cette occasion-là. Mais est-ce que lorsque vous écrivez au secrétaire général de l'ONU en 97, qui était bien sûr Kofi Annan, est-ce que sa réaction était favorable? Depuis 1 an, et c'est dans ce moment que j'ai compris qu'il n'avait pas les idées libres. Prenons par exemple, quand la guerre de l'Irak, tout le monde qui était refusé pour la guerre de l'Irak, bon, c'était à notre tour de Cameroun d'avoir la place. Et le Cameroun a soutenu Bush. Alors c'est pourquoi j'ai demandé à Belinga comment vous pouvez soutenir une guerre qui est injuste? Comment vous pouvez aller soutenir? Et il dit, nous on est bien avec les Américains. Ils sont bien avec les Américains. Lui, il ne savait pas. Moi, je savais que parce que voilà ce que j'ai écrit aux Américains. Moi, j'écris. Je sais écrire, voilà ce que j'ai écrit. Oui, c'est une chose d'écrire. Voilà. Non, pour dire que quand on le dit, pour que les gens ne disent pas qu'on le... Il ne faut pas qu'ils fassent l'impression comme si on ne sait pas. D'accord. Les Américains, parce que quand on dit comme vous n'écrivez pas, vous voyez, c'est une fois que vous êtes tellement bête, vous acceptez tout. Donc, c'est pas que j'écris.
Aux Américains, vous voulez le Mais travail. est-ce qu'ils ici. répondent? Est-ce qu'ils répondent Il y en a, à ces bon, écrits? il y en a qui répondent, il y en a qui le voient. Parce que c'est une chose d'accuser réception, mais ça n'est une autre quand même Non, de réagir. ça ne m'inquiète pas de ce côté-là, ma fille. D'accord. Parce que j'ai fait mon devoir. Vous voyez, c'est ça quand vous êtes en mariage. Vous êtes marié. Vous faites votre devoir vis-à-vis de votre ménage, votre mari. Si votre mari ne le fait pas, vous n'êtes pas obligé de l'obliger. Chacun fait sa part. C'est comme ça que moi j'ai été éduquée. Hein? Si j'ai le devoir vis-à-vis de vous, j'ai fait mon devoir. C'est ce que mon mari doit, je dois donner à manger à mon mari, je dois m'occuper de mon mari et tout. Si lui ne se fait pas de moi, je ne m'occupe pas. Mais parce qu'il y a une justice. C'est comme ça là. Donc, je dis aux Américains, vous voyez, vous faites ça, ce n'est pas normal ce que vous faites et tout. Vous avez fait ça. Mais vous voyez, vous serez punis. Parce que si vous continuez comme ça, parce que le monde ne vous appartient pas. Je vous amener tout ça. Donc maintenant, est-ce que j'ai eu tort ou pas? Ils n'ont jamais été punis. Voilà. Donc, voilà, j'ai écrit à Clinton, qui était vraiment bon président. Je lui ai dit que voilà, vous avez eu un problème de sexe et tout ça, ce n'est pas qu'un problème de sexe, c'est parce que Dieu a voulu que tout le monde se regarde sur vous à cette occasion. Et donc, vous devez donc montrer que vous avez peur de Dieu. Mettez la paix dans le monde et tout. J'ai écrit à sa femme que n'écoutez pas ce que nous faites en sorte que vous puissiez aider votre mari à surmonter. Donc, à chaque fois, j'écris ce que je regarde mon devoir. Je ne sais pas, du moins que j'ai déjà fait on dit quand même, je ne sais pas si vous avez lu la Bible, si vous voyez quelqu'un faire du mal et que vous ne faites pas, vous ne dites pas, vous êtes responsable. Si jamais il a le mal, vous serez puni vous aussi. Donc, ce n'est que ça que moi je fais. J'ai été éduquée chrétiennement. Et j'ai fait, je ne vous ai pas dit, fait en faculté de théologie. Je suis à Nogent, j'ai fait école pastorale. Pas pour m'affuber de la robe, machin, pour connaître l'humanité. Ce que Dieu attend de nous, voilà. Alors, un autre arrêt s'impose dans cette édition de littérature africaine. Ce sont bien sûr les différentes parutions dans le monde littéraire, du moins pour ce qui est de l'Afrique. Salut! Pour notre agenda de ce jour, nous avons décidé de vous montrer quelques nouveautés des éditions de l'Harmattan. Durant notre balade, pour vous confectionner cet agenda, nous avons déposé nos valises en Côte d'Ivoire. Là-bas, un nouveau-né nous a été présenté. On le nomme La pensée de Myriam. Ce livre de Séverin Yapo a été publié en ce mois de janvier 2018. C'est un magnifique recueil de poèmes qui met en valeur, sous les auspices d'une balade poétique, les figures de la paix et du développement en Afrique et surtout dans le monde où la quête de l'unité entre les peuples et dont l'individu se construit au sein d'une adversité intérieure et extérieure. Après la Côte d'Ivoire, direction le Nigeria. Mahamadou Issoufou Tiado a donné naissance en janvier toujours à la chaîne internationale de commandement. Cet ingénieur, informaticien et docteur en réseau de télécommunications nous a expliqué dans son ouvrage l'origine de la configuration actuelle de la scène internationale. L'œuvre remonte aux origines de la scène à partir de la découverte des continents, en passant par la traite négrière et la création des États-Unis d'Amérique. La chaîne internationale de commandement a pris ses racines à partir de la colonisation qui fut adaptée aux circonstances des indépendances à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cet ouvrage relate ainsi certaines de ses conséquences avec la guerre du Biafra, l'attaque des mercenaires contre le Bénin et la guerre civile du Congo-Brazzaville. Il a également pris le soin, dans cet ouvrage, d'analyser ces différents événements pour vous. Le vent après le Nigeria nous pousse à Brazzaville. Patrick Sèche Boutsindi nous dévoile son nouveau-né, le voyage africain en Lorraine. Dans ce roman, Sèche nous conte l'histoire du jeune Boukaka. Il a un seul rêve, quitter Brazzaville, quitter l'Afrique qui pour lui n'a aucun avenir. Il veut partir pour se rendre en Europe. Il voudrait montrer alors à ses amis et à sa famille restés au pays qu'il s'est fait un nom. Le visa en poche, le jeune Congolais débarque à Paris, puis à un terrain conquis, la Lorraine. Mais là, surtout là, il y a des lois et des règles. Personne n'y a attendu, et encore moins des personnes de couleur issues de l'immigration. À la suite de cette histoire de Boukaka, nous décidons de nous rendre au Lesotho.
Thomas Mofolo nous accueille comme des rois et des reines en nous présentant sa magnifique bande dessinée en couleur qu'il a nommée Chaka. Il revient sur la naissance d'une des plus grandes épopées du continent africain, celle des Zoulous. Ne réussissant pas à avoir un enfant mâle avec ses 4 femmes, le chef de la tribu d'Afrique du Sud fait un enfant en mariage, un garçon au nom de Chaka. Cet enfant du péché sera rejeté par les siens. Obligé de s'enfuir, il commence une longue errance qui l'amènera à un destin hors du commun. Une histoire pleine de magie et surtout de folie. Nous terminons notre voyage par le Cameroun. Ici, le professeur de sociologie met sous nos nez les processus de démocratisation des années 90 et la sociogenèse des crises et dérives en Afrique. Et oui, c'est le nom de son ouvrage. Dans son livre, elle traite des causes structurelles des crises et dérives politiques en Afrique. Le continent noir a été, selon elle, déchiqueté, privé de ses grands ensembles et se trouve aujourd'hui muselé par des barrières linguistiques et territoriales tributaires des autres cultures. Sans la prise en compte de leurs substrats socioculturels dans le processus politique néolibéraux, cela constitue une bombe latente qui commence à exploser avec pour conséquence des crises profondes qui ont des impacts au niveau politique, économique et socio-culturel. C'est sur ce que nous terminons cet agenda. Ces ouvrages, publiés par les éditions de l'Harmattan, ont tous été publiés en janvier 2018. J'espère que vous prendrez le temps de les lire pour davantage enrichir vos connaissances. Comme le disait l'écrivain Joseph Michel-Antoine, un bon esprit doit user de la lecture comme des aliments pour se nourrir et non pour se remplir. Alors, bon appétit ou si vous voulez, bonne lecture. Merci à vous, Marthe Estelle Oum. Bonne lecture, hein. Nous en ferons, soyez-en rassurés. En rappelant bien sûr qu'un monde en régression de Marie-Thérèse Manga est une édition de La Bruyère. Donc c'est un essai qui est passé sous les éditions La Bruyère. Alors, un mot quand même sur cet agenda, Marie-Thérèse. Comment? Un mot sur l'agenda que nous venons de suivre. C'est-à-dire que ce qu'ils ont dit, c'est à peu près ce que je vous ai dit là, parce que mais je voulais vous dire ajouter quelque chose. Il se trouve que le problème que nous connaissons ici en Afrique, il ne faut pas admettre que ce n'est pas seulement l'Afrique. Vous savez, quand je vais dans les bureaux en France, on n'aime pas me voir. Je trouve un... Mais vous y allez quand même. Moi, je m'avais au bureau pour faire quelque chose pour moi. Et je trouve qu'un pauvre, même s'il est français, bon, il est en difficulté avec le gars qui est au bureau. Il explique que voilà, la dame, j'ai dit, écoutez madame, est-ce que vous lisez même les circulaires qu'on envoie? Il y a longtemps qu'on a changé ce que lui il veut vous expliquer. On a changé. Quand on vous envoie des textes, quand il y a des changements, vous ne devez pas les mettre dans les tiroirs, vous devez les lire. Donc la dame a raison, ou bien monsieur a raison, pour ceux qui demandent. Vous voulez faire mon travail, je le fais justement. Parce que vous êtes un pays de droit, si vous ne pouvez pas lire, si vous n'êtes pas capable de faire votre travail, vous laissez la place à quelqu'un d'autre. Vous savez, quand tu es négresse, quand c'est vrai, vous savez qu'est-ce que ça donne. Mais moi, je fais mon travail. Je vais aux allocations familiales, je vois encore, pendant 2 ans, on lui demande les mêmes papiers pour avoir ses allocations. Mais je ramène, je lui fais, alors qu'ils se sont tous qui doivent écrire, et ne veulent pas. Mais après, on lui donne un rappel de 6 mois. Vous comprenez? Vous, je m'avais dans. Chez vous, vous allez voir ce que j'ai fait chez vous. Les services de chien, on ne veut pas de moi. Moi, je vois, je dis, écoutez, il y a tel service qui ne va pas là, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est notre travail, ma fille. On ne doit pas dire que non, non. Si vous ne faites pas, qui va le faire? Vous aurez quand même moins fait. C'est ça. Alors maintenant, vous avez l'immigration clandestine, vous savez, ils sont les migrants. Si je n'avais pas travaillé tout ce que vous allez avoir là, quand j'allais pour attraper les enfants, les gens qu'on a menés, on m'a cassé 3 côtes. Hein? Parce que je m'avais surpris, on va en clando, et on les rentre en France sans papier. Oui. Et moi, je m'avais intervenir. Vous comprenez? Alors maintenant,
Si je n'avais pas ces documents, le commissaire me dit que madame, on ne sait pas qu'on vous laisse. Ces gens que vous voyez là qui font venir les migrants, ce sont, c'est-à-dire que moi, je veux vous demander, comme cette fois-ci, vous avez vraiment été fort, vous avez pris en flagrant délit, vous avez saisi le tribunal. Vous voyez le procureur, j'ai fait la plainte et tout. Avec le gars que j'ai pris, ça a donné quoi? Comprenez? Le commissaire me dit, vous voyez, c'est pour ça que nous on laisse. Et maintenant, ils ont accueilli parce qu'à l'époque, quand on faisait les manifestations en France, c'était un petit groupe de gens. Mais on prend les migrants comme pour pouvoir, pour faire la casse et tout ça. Parce qu'ils préparent maintenant leur révolution là. Donc c'est pour ça que je vous dis que s'il ne faut pas, vaut mieux ne pas intervenir, ne pas laisser. Vous comprenez? Parce que vous n'aurez la conscience, vous n'avez pas la conscience tranquille. Vous voyez? Donc maintenant, quand on a un problème, il se trouve dans le problème. N'est-ce pas, je vous avais dit, j'avais écrit à Chila que ces enfants que vous avez fait venir ici, c'est pas normal. Il faut leur donner du travail chez nous. J'ai fait tout ça. Alors donc, nous ne devons pas avoir peur que vous... Non, j'ai PDG comme je suis. Vous savez combien on me paye? J'ai à la tête 390 €. PDG, ça je vous montre. Pourquoi? Pour me décourager. Mais moi j'ai continué. Avec mes 3 ans, je suis même... Regardez, 390, je suis là. Mais alors, quand je m'avais aidé les gens que je m'avais, ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais payé d'impôts en France, ils ont des 900. Vous voyez? Vous comprenez? Je ne paye pas, je continue mon travail. Alors, vous continuez ce travail et ce qui vous a certainement amené à donner des exemples d'actes de racisme et de discrimination qui sont bien sûr des causes de violence. Voilà. En ce qui vous concerne, moi-même, avec tout le savoir que j'ai, avec le haut niveau que vous avez, cadre sorti de l'école, voilà, c'est même cadre. Oui. Et là, maintenant, bon, ils ne savent pas quoi faire de moi, ils en ont marre de moi, on me donne une belle maison, je suis bien logé, hein, moi. On va me donner une maison, ils veulent que je quitte parce que ça veut même mal de me voir dedans. Et les gens qui m'ont vu, c'est pourquoi ils m'ont donné cette maison. Et là, maintenant, quand je tombe alors malade dans le coma, je vais faire un long coma. Quand je tombe malade, on veut m'expulser de la maison. Vous savez quoi, ma fille? Regardez derrière, 233 francs, ça veut dire 32 ou 35 € pour expulser quelqu'un. Tu viens de... Non, dans le dernier... Oui, je comprends. Comment on peut, même ici au Cameroun, on ne peut pas mettre quelqu'un au tribunal pour 11 000 francs. Oui. C'est ça. Donc, c'est pour ça alors que j'ai dit, cet exemple, ça montre qu'il y a le racisme. Si déjà moi, qui ai des appuis, on me fait ça combien de fois, à plus forte raison, ceux qui n'ont même pas d'appui, qui n'ont pas de connaissances. Vous comprenez? Et là, j'ai donc donné tous les cas de racisme, et j'ai écrit, donc j'ai fait une plainte à l'ONU, un machin européen, un tribunal européen. Tribunal européen. Voilà, vous allez donner au transfert stagiaire. Pour discrimination et actes de racisme. Et j'ai donné tout. Et mon accusé de réception, voilà, il y a ça. Donc, il ne faut pas rester comme ça, dire que oui, non, ce n'est même pas pour présenter mon cas. Dans tous les cas, quand j'ai renoué tous ces cas-là, j'ai donc envoyé au service de Sarkozy et tous les autres que voilà. Ces enfants-là, si vous continuez comme ça, parce que ce pays, ce n'est pas seulement les Africains, hein, les Français de basse condition de vie, si vous connaissez, vous avez fait la résolution dans votre pays, les coûts de ces développement n'ont pas été résorbés. Donc, ce qui fait que si vous continuez comme ça, vous allez avoir des choses qui vont aller très mal. Les petits Français vont se radicaliser. Il y a 17 ans. Et où en sommes-nous? Les Africains peuvent retourner chez nous. D'accord. Mais eux, vous voyez? Donc, je veux dire qu'il ne faut pas, nous sommes l'humanité. Il ne faut pas dire que, oui, c'est la faute des Français, c'est la faute des Africains. Nous sommes l'humanité. Et là, maintenant, vous allez voir ce que le livre qui va sortir, qu'on va leur donner maintenant, ils vont comme ça. Et en attendant donc que ce livre ne sorte, nous vous invitons à prendre ces quelques citations que toute l'équipe a réservées pour vous, chers téléspectateurs, mais également pour vous, Marie-Thérèse Manga. Alors, Muammar al-Kadhafi qui dit « La simple existence des parlements sous-tend l'absence du peuple, car la démocratie ne peut exister qu'avec la présence du peuple et non la présence de ses représentants. » Une citation de Muammar Kadhafi encore. L'éducation obligatoire est par nature coexistive et supprime la liberté. Imposer alors un enseignement spécifique est une décision dictatoriale.
Et puis nous prenons cette autre citation qui nous vient toujours du guide libyen, même s'il n'est plus du commun des mortels. Il est des cycles qui sont inévitables dans l'histoire sociale. C'est désormais au tour de la race noire de prévaloir dans le monde. Alors donc, c'est pour dire, ça concerne ce qu'il dit que un chef d'État, Oui. un chef qui conduit, qui prend la mission de vouloir conduire, la première des choses, c'est d'éduquer le peuple. Un peuple qui n'est pas éduqué, vous ne pouvez pas, parce qu'il doit vous aider. Il faut pas. C'est-à-dire, on prend un petit noyau d'individus pour travailler, il ne peut pas. 20 millions d'habitants, et peut-être une cinquantaine, 200, 300 personnes ne peuvent pas gérer 15 millions d'habitants. Vous comprenez? Peut-être que je suis trop bête, parce que j'ai dit comme ça là. Mais moi, je trouve qu'on ne peut pas réussir. Voilà. Nulle part. Alors j'ai demandé aux Français, si maintenant tous ces gens-là, qu'il y a très peu de personnes pour cotiser et beaucoup de personnes pour nourrir, qui attendent ces cotisations, vous ne pouvez rien donner. C'est pour ça que vous êtes en difficulté. Parce que donner à l'époque, quand je suis arrivée en France, quand tu étais en chômage, tu allais marcher. Maintenant, on vous a donné le papier à la maison. On ne sait même pas si vous cherchez du travail. Après, on met le RMI. J'ai dit aux Africains, ne prenez pas cette histoire de RMI, vous allez pas de mauvaises habitudes. Mais madame, maman, vous allez dire non, vous ne pouvez pas avoir de RMI en Afrique. Cherchez plutôt faire un travail. Maintenant, tout le monde veut RMI. Voilà. Donc, je veux savoir qu'écoutez, il y a beaucoup de choses à apprendre pour une société. D'accord. Alors, merci Marie-Thérèse Monga. Ce n'est pas en 1 heure de temps qu'on pourra justement éplucher tout ce savoir que vous avez à partager avec ces nombreux téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Nous allons vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est moi qui vous remercie. Et les projets futurs, c'est clair qu'après cet essai, il y a des livres qui vont sortir. Oui. Donc, je viens de signer un contrat. Quand je suis venue là, pour une semaine, je veux sortir un livre pour l'éducation de l'enfant. Quand je suis venue assister à la journée de la femme, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai pensé que c'était nécessaire parce que c'est la mère de l'humanité, c'est la mère qui commence à donner la première éducation à l'enfant. Donc, j'ai donc fait un livre qui va sortir, donc j'ai signé un contrat sur ça. Et puis, il y a d'autres qui vont venir et tout. Donc, puisque j'ai passé mon temps à écrire. Bon, alors, pour que je Il faut transmettre. Alors maintenant, je allez donc, je vais vous laisser l'héritage que vous laissez. Vous voyez? Donc j'ai pas mal, vous allez voir pas mal de choses que vous allez écrire, et pas mal de choses que j'ai écrites, et pas mal de choses que vous allez vous mettre dedans. Je vous dis que la connaissance, l'école finit jusqu'au moment où vous allez mourir. Vous comprenez? Il faut toujours, parce que quand on fait une thèse, on fait le travail des autres. Donc vous pouvez un plus. La thèse, que vous pouvez faire un plus. Oui, il a fait ça, mais je crois qu'on peut encore faire ça. Et comme ça, on évolue. Vous voyez, quand je parle d'évolution. Bon, donc, il ne faut pas laisser sur place, non? Donc, moi, j'ai dit que à l'époque, notre école, on n'allait pas avec le bac, on ne pouvait pas faire la machine à calculer au bac. Maintenant, vous faites beaucoup de choses. Et là, alors, nous, je suis derrière, il n'y avait pas d'informatique. On m'a fait, alors c'est ça. Donc, je vous dis que moi, je suis derrière vous. Vous n'allez pas me laisser tomber. Moi, aussi, je vous donne mon expérience pratique et vous, la nouveauté et les nouvelles technologies. Comme qui dirait, l'école ne finit pas. Non, l'école ne finit pas pour c'est une continuité. Nous vous remercions encore d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été des nôtres ce soir. Nous vous donnons tout simplement un rendez-vous jeudi prochain à la même heure, au même endroit.